Dans une solution alcoolique, alcoolique, pas hydroalcoolique, ça veut juste dire que le solvant, c'est de l'alcool. Ce n'est pas une solution aqueuse, c'est une solution avec de l'alcool. Mais là, c'est une vraie solution. Ça veut dire que le 0,1 mol par litre qui se trouve derrière, c'est vraiment la concentration du soluté. D'accord ? Ce n'est pas le délire des solutions hydroalcooliques, là. C'est juste normal. Juste que le solvant, ce n'est pas forcément de l'eau. Le composé A3B2, c'est un composé fictif, d'accord, qui est dissocié à 50% selon la réaction suivante. Donc, puisque c'est un composé fictif, on vous donne la réaction de décomposition, parce que vous n'avez aucune raison de la connaître, évidemment. Donc, vous l'avez là. Et en termes de données, on a la température d'ébullition de l'alcool. La constante cryoscopique, ça, c'est le drapeau qui se soulève pour dire « je sais à quelle partie de cours ça s'adresse ». Ça, c'est les propriétés colligatives. C'est vers la dernière partie du cours dans les solutions. Donc, vous savez où ça se trouve. OK ? Ébullioscopique, on l'a également. Densité de la solution. C'est une densité, ce n'est pas une masse volumique, mais vous savez passer d'une densité à une masse volumique. D'accord ? Voilà. Et puis ça, c'est bizarre quand même. Prends la peine de nous redonner la correspondance entre les Celsius et les Kelvin. Ouais, mais c'est pas aussi trivial que ça. C'est pas marqué 273 là. C'est 273,15. Ça veut dire, c'est ce que je vous ai dit à la première question, on veut que vous utilisiez cette valeur-là. Donc pas le 273 que vous avez dans la tête. Les calculs seront à faire s'il y en a besoin, toujours pareil, s'il y en a besoin, avec 273,15. La valeur exacte, pas l'à peu près qu'on a dans la tête, tous. OK ? Oui ? Parfait. Ben voilà la première question. En même temps, c'est logique. S'il y a des propriétés colligatives, les propriétés colligatives, elles dépendent des osmolarités ou des osmolalités. Et ben voilà, les premières questions, elles portent sur ça. C'est logique. Donc on est en mol par litre, il n'y a que les valeurs qui comptent ici. Et ça, c'est une question qui se fait en 1 minute maximum. Vous avez 2 méthodes pour le faire, la méthode rapide et puis l'autre méthode rapide, qui vont tous les deux en 1 minute, quoi. Vous vous rappelez tous ce que c'est que l'osmolarité? C'est la somme des concentrations de toutes les espèces qui sont présentes dans la solution. Osmotiquement actives, donc qui sont présentes dans la solution. D'accord? Et dans la solution, on a quoi comme molécule? Il n'y a qu'à regarder l'équation de dissociation. D'accord? On va avoir les ions. Le A3+, c'est ça? Ou 2+? Non, A2+, et le B3-. Mais comme la dissociation ne se fait qu'à 50%, ça veut dire aussi qu'il va rester de la molécule d'origine. OK ? Donc ça veut dire qu'il faut additionner les concentrations de toutes les espèces pour avoir l'osmolarité globale. En d'autres termes, puisqu'on a A3B2 qui vous donne 3A2+, plus B, enfin 2B3-, on a besoin de ces 3 concentrations et d'additionner ces 3 concentrations. Et là, il y a 2 manières de faire. La manière rapide qui consiste juste à continuer ça, remplir le tableau de concentration, puis additionner les valeurs, ou aller rechercher dans le cours la formule que j'avais obtenue quand j'ai fait ça d'une manière générique, d'accord ? Pas pour un cas particulier. Laquelle des deux va être la plus rapide? À peu près le même temps dans les deux cas, d'accord? Parce que remplir le tableau là, il y en a pour 25-30 secondes, d'accord? Aller chercher la formule dans le cours, vous en avez, ça dépend un peu du bazar que c'est dans vos notes, ok? Mais il y en a pour quoi? Allez, quelques dizaines de secondes, pareil. Trouver la formule, la rentrer sur la calculatrice, c'est pareil, quoi. On va dire 35, 40, allez, 45 secondes, c'est plié également. Ça prend à peu près le même temps, quoi. OK? Donc, ça devrait largement être terminé, là, du due. Donc, première méthode, je continue à remplir ce que je suis en train de faire. Initialement, j'avais 0,1 mol par litre de ce truc-là. Ça, on est bien d'accord qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'on ne m'a pas dit qu'il y en avait.
Si on m'avait dit qu'il y en avait, je rajouterais. Et puis ensuite, il me faut remplir la deuxième ligne. Et ça, on l'a vu la semaine passée, d'accord ? Quand j'ai parlé de l'avancement des réactions et consorts, pour pouvoir remplir la deuxième ligne, il faut que j'ai au moins une des valeurs du dessous. Mais j'en ai une des valeurs du dessous. La réaction avance à 50%, donc je consomme 50% du réactif. C'est-à-dire que la valeur finale ici, c'est 50% de ce que j'avais au départ. D'accord ? Si j'avais avancé de 60%, il m'en resterait 40%. Hein. Attention, hein. Pensez bien dans ce sens-là. Hein. Okay ? Donc, il m'en reste 50%. Et ça, ça, par définition de ce qu'est l'avancement, c'est la quantité initiale moins l'avancement. D'accord ? Moins l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique, pour être tout à fait exact. Et, enfin, plus l'avancement fois le coefficient stoichiométrique, mais le coefficient stoichiométrique, c'est moins 1. D'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne l'écris pas. Et maintenant, c'est fait. Je peux remplir les autres cases. Parce que dans les autres cases, j'ai toujours à écrire la même chose. La quantité initiale plus l'avancement fois le coefficient stoichiométrique. C'est toujours la même chose qu'on met dans les cases. Okay ? La quantité initiale pour mes deux réactifs, c'est 0. L'avancement, c'est x. Et le coefficient stoichiométrique ici, c'est 3. Et là, c'est 2. X, c'est 0,05. Ça fait 0,05. 0,15, 0,10. Vous additionnez les 3, ça fait 0,3. Okay ? Et si au lieu de blablater et de faire le show comme je suis en train de le faire, vous le faites directement sur votre feuille, il y en a pour combien ? 25, 30 secondes, et c'est plié. On est d'accord ? Ce qui veut dire que sur la minute que vous avez pour faire la question, parce qu'elle est simple, elle va prendre 1 minute au total, vous avez le temps de le faire et de contrôler que vous n'avez pas fait d'erreur à l'intérieur, parce que ce serait dommage d'avoir la première question dans l'exercice qui soit fausse. Donc, elle est importante à recontrôler. Directement, hein, pas a posteriori. Directement là. Si on doit réutiliser les résultats. C'est bon ? Donc, ça fait 0,3. Donc, ça, c'est la première méthode, rapide. Voilà. La deuxième méthode, ce serait de retrouver dans votre cours la formule qui permet d'avoir directement l'osmolarité. Quand on a la concentration initiale, d'accord, et l'avancement de la réaction, alpha, et comme on a la réaction sous les yeux, le nombre de particules libérées. Donc, CI, c'est 0,1. L'avancement de la réaction, c'est 50%, donc c'est 0,5. Le nombre de particules libérées, je l'ai directement là-haut, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits de la réaction. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Vous rentrez tout ça là-dedans et vous trouvez 0,3 aussi, évidemment. OK ? Vous préférez utiliser une méthode ou l'autre, vous faites comme vous le voulez, d'accord ? Moi, j'aurais tendance à dire que ça va plus vite avec la première, avec un léger bénéfice, c'est que vous avez tout sous les yeux, donc si vous avez fait une bourde de calcul, un truc comme ça, vous le verrez. Alors qu'utiliser la formule, ça va être sur la calculatrice, si vous faites une bourde en tapant, c'est plus difficile à détecter, ok ? Mais voilà, c'est comme vous le sentez. On obtient le même résultat de toute manière, et à peu près à la même vitesse, donc pas de grosse importance. Donc voilà, ça, on l'a. Vous avez vu les unités qui étaient données pour les constantes cryoscopiques et ébullioscopiques. Elles étaient en Kelvin, kilogramme, mol moins 1. Kilogramme, mol moins 1, ça veut dire qu'on doit travailler en osmolalité et pas en osmolarité. D'accord ? On a l'osmolarité, et à vous de calculer l'osmolalité. Mais si ça se trouve, dans la petite fiche de synthèse, il y a peut-être directement la manière de faire, non ? Non. Dans la petite fiche de synthèse, il n'y a pas directement la manière de faire. Vous avez vu, c'est comme l'autre fois, hein, quand on avait dû passer des fractions massiques au mol par litre, ça avait été compliqué, il y avait plusieurs étapes. Là, il n'y a pas d'étape simple. Si vous reprenez la fiche, vous allez voir qu'on a le nombre de moles de l'espèce. Si on divise par le volume de solution, on a des moles par litre, donc une molarité, d'accord, ou une osmolarité, hein, si c'était un nombre de moles global. Si on divise par la masse de solvant, on a l'osmolalité, mais d'un côté, c'est le volume de solution, de l'autre, c'est la masse de solvant. Ce n'est pas la même chose, d'accord ? Ce n'est pas le même ensemble. Donc,
Voilà, ça complexifie légèrement les choses. Mais c'est faisable, hein, vous pouvez. Hein. Ce que vous avez pour l'instant, c'est le nombre de moles de l'espèce, d'accord? On s'en fout, hein, d'accord? C'est le soluté, ok? Sur le volume de solution. Ce que vous voulez, c'est ce nombre de moles sur la masse de solvant. D'accord? Le problème, c'est qu'on a solution d'un côté, on a solvant de l'autre. Mais regardez, comment on obtient ça? Bah, à la limite, si ça, je le multiplie par le volume de solution et que je le divise par la masse solvant, c'est bon, c'est tout fait. D'accord? C'est juste ça qui est à faire. Puis il y a un truc qui est dommage, là. Enfin, c'est vraiment dommage, parce que, à pas grand-chose près, si là c'était volume de solvant, masse de solvant, ou si c'était volume de solution, masse de solution, ce qu'on aurait là, ce serait quoi? Une masse, un volume, c'est l'inverse d'une masse volumique, ça. D'accord? Donc si c'était solution les deux fois, ou si c'était solvant les deux fois, ce serait juste la masse volumique. Sauf que ce n'est pas la même chose les deux fois. Voilà. Forcément, ça complexifie un tout petit peu les choses. Ça complexifie un tout petit peu les choses, mais il ne faut pas exagérer non plus. Vous partez d'un volume que vous connaissez, 1 litre de solution. D'accord? Ce litre de solution, est-ce que vous pouvez en avoir la masse? Bah, si vous avez la masse volumique de la solution, vous avez la masse de solution, on est bien d'accord. Et dans cette masse de solution, il y a quoi? La masse du solvant est la masse de soluté. C'est tout, il n'y a que ça. La masse de solvant, la masse de soluté. Si vous avez la masse du soluté, vous avez la masse de solvant. Mais comment je pourrais avoir la masse de soluté? Et vous savez combien il y en a du soluté dans ce litre de solution? C'est la concentration de départ. Vous savez qu'il y en a n moles. Si vous avez le nombre de moles, vous multipliez par la masse molaire du soluté, et vous avez la masse de soluté. La masse de soluté plus la masse de solvant, c'est la masse de solution, donc vous avez la masse de solvant. Et le problème, il est réglé. Okay? Ah oui, mais dans l'exercice, là, on ne m'a pas donné la masse molaire du soluté. Ah non, c'est un composé fictif, alors on ne peut pas vous en donner la masse molaire. Enfin, on pourrait, hein, ce n'est pas le problème. Hein. Okay? Mais on ne l'a pas fait. Ça veut dire que là, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Mais ce que je viens de décrire juste avant, c'est ce qu'il faut faire, d'accord, quand on a besoin de faire quelque chose de rigoureux. La masse de solvant, c'est juste la masse de solution moins la masse de soluté. Si vous avez moyen de calculer la masse de soluté, vous avez la masse de solvant, et ça, vous pouvez le faire directement, littéralement. Okay? Ce n'est pas très compliqué, en fin de compte. Vous n'avez besoin que de deux choses, la masse volumique de la solution et la masse molaire du soluté. Point, c'est tout. Enfin, la masse molaire du soluté, s'il y a plusieurs solutés, il faut la masse molaire de chacun d'eux. Hein. Ça, je pense que vous aviez compris. Okay? Puisque quand vous avez la masse de soluté, avec un S éventuellement, vous avez la masse de solution. Et vous pouvez faire ce calcul-là, et là, vous avez directement, hein, d'accord? Vous êtes parti de la molarité, vous arrivez à la molarité. Point, tout réglé. Alors là, pourquoi on ne vous l'a pas donné, la masse molaire du soluté? Bah, parce que peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Pourquoi il n'y en aurait pas besoin? Bah, vous avez vu quelle concentration elle est, la solution? 0,1 mol par litre, d'accord? C'est pas beaucoup. C'est pas négligeable, on est d'accord, hein, mais c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire que c'est une solution diluée. Dans une solution diluée, il n'y a pratiquement que du solvant. Donc il n'y a quasiment pas de différence entre la masse de solution et la masse de solvant. D'accord? Ce n'est pas pour 4-5 grammes, d'accord, de soluté qui va traîner dedans sur 1 kilo qu'on va se prendre le chou. Okay? Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas à 1% près, là. Pourquoi on n'est pas à 1% près, d'ailleurs, en fait? Et parce que ça se voit qu'on n'est pas à 1% près. Les résultats que vous avez là, ils ne sont pas à un chouille près les uns des autres. D'accord? Donc même si vous trouvez un résultat à un poil à côté, de toute façon, ce sera bon quand même. Il y a carrément des dizaines de pourcents entre les valeurs. Les valeurs sont étalées sur plusieurs dizaines de pourcents, c'est ce que je veux dire. Okay? Donc ça ne pose aucun problème de faire une petite approximation, de dire la solution est suffisamment diluée pour que la masse de soluté n'ait pas d'influence sur la différence entre la masse de solvant
et la masse de solution. OK? Donc, si vous savez calculer la masse de solution, ben, vous savez calculer la masse de solvant, et puis ça y est, c'est réglé, parce que vous allez dire les deux sont égales. Et dans ce cas, ça veut dire que ce que j'ai là, d'accord, en faisant l'approximation que je suis dans une solution diluée, hein, on est bien d'accord, hein, OK? Je vais pouvoir dire que ce n sur v sol, c'est la même chose, enfin, je vais pouvoir le multiplier par le 1 sur, je vais l'écrire comme ça, hein, la masse de solution sur le volume de solution, qui est égal à ce que je cherche, le nombre de moles, sur la masse de solution. Et ça, c'est simplement 1 sur la masse volumique de ma solution. C'est tout. Ma molarité divisée par la masse volumique de la solution, ce sera la molalité. OK? Juste un point de détail auquel vous devez faire attention. Vous devez toujours y faire attention, mais c'est particulièrement important ici. C'est les unités. Vous devez faire gaffe aux unités. Je vais les réécrire juste à côté. Mais on est bien d'accord, hein, c'est que si c'est dilué, hein, ça, ce que je viens d'écrire là. Hein. Ça, c'est vrai tout le temps. Ça, c'est que si c'est dilué. Donc, le point sur les unités, c'est que je vais juste les écrire, les unités. Hein. Ma molarité, d'accord, c'est des moles par litre. Ma molalité, c'est des moles par kilogramme. D'accord? Donc, ce par quoi je dois multiplier, c'est des litres par kilogramme. Enfin, des 1 sur kilogramme par litre. Donc, ma masse volumique que je vais utiliser ici, elle n'est pas en grammes par litre, elle n'est pas en kilogrammes par mètre cube, elle est en kilogrammes par litre. D'accord? Sinon, je mets le bazar dans mes unités. Okay? Donc, pour une fois, il faut utiliser les kilogrammes par litre. Mais ça justifie, hein, c'est logique. C'est juste pour rester dans le bon système d'unité par rapport à ce que j'utilise. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ben voilà, c'est tout. Donc là, il y a vraiment juste ça à faire. Il y a le raisonnement, en gros, de se dire, puisque je suis dans une solution diluée, il n'y a pas de différence entre la masse volumique de la solution, la masse volumique du solvant, tout ça c'est la même chose, d'accord? La masse de soluté, en gros, n'a pas d'importance. Donc, je peux juste faire cette opération-là, d'accord? Assimiler la masse de solvant à la masse de solution. OK? Et puis dans ce cas, c'est quasiment instantané. Oh, il y a même un cas où c'est encore plus instantané que ça. Hein. Parce que là, ma solution, c'est une solution alcoolique. Donc la masse volumique que je vais utiliser là, on est tous d'accord que c'est 0,8 kg par litre. OK? Donc 0,8 kg par litre, je vais la mettre là. Mais quand c'est de l'eau, que je suis dans une solution diluée aqueuse, la masse volumique qui va aller là-dessous en kilogrammes par litre, c'est 1 kg par litre pour l'eau. D'accord? Donc c'est la même valeur. Oui, numériquement, dans une solution aqueuse diluée, la molalité et la molarité, c'est la même chose. C'est la même valeur, on est bien d'accord. Hein, okay? C'est la même valeur numérique. Donc c'est encore plus simple quand c'est une solution aqueuse. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Donc ça va faire le 0,3 que j'avais tout à l'heure divisé par 0,8, 0,375. Ça va? C'est bon? Donc maintenant, c'est bon, hein, vous pouvez considérer que c'est quelque chose que vous savez. Si la solution est diluée, ce n'est pas compliqué. Faire ce calcul de molarité vers molalité, il est tout simple. Et puis le calcul inverse aussi, hein, évidemment, parce que ce sera fait dans l'autre sens, tout simplement. Et vous savez comment faire si ce n'est pas une solution diluée, j'aurai juste à calculer la masse de solution, retrancher la masse de soluté, et j'ai la masse de solvant. Et je reprends le calcul du haut, et ça marche tout aussi bien. C'est bon? Ouais? Bon, on peut avancer alors, s'il n'y a pas de questions. Mais vous ne l'avez pas, cette question, vous? Ah non, celle-là, je ne l'avais pas mis dans l'examen, mais je l'ai rajoutée parce que je me suis rendu compte la semaine passée que le coût de la dilution, ça avait un tout petit peu coincé quand même. OK? Donc, j'en ai profité méchamment pour acheter cette question-là. Donc, on a cette solution qui est à 0,375, oui, 0,375, c'est bien ça, mol par kilogramme de solvant. D'accord? On veut la diluer au tiers. On part d'1 litre. Quelle masse il faut? Masse de solvant, donc masse d'alcool, on est bien d'accord. Hein? Quelle masse d'alcool il faut rajouter à 1 litre de ma solution pour la diluer au tiers? C'est bon? Eh bien, allez-y, je vous en prie.
il n'y a qu'une seule manière de traiter les dilutions, une et une seule. Le nombre de moles de soluté ne change pas. D'accord? Ce qu'il y a avant dilution et ce qu'il y a après dilution, c'est la même quantité. La quantité de solvant, elle change. Ben, c'est bien pour ça que justement, on a une baisse de concentration. Okay? Donc la quantité de solvant, elle change, mais la quantité de soluté, elle ne change pas. Le nombre de moles de soluté ne change pas. Alors quand on est avec des concentrations qui sont exprimées en moles par volume, des molarités, ça fait concentration initiale par volume initial, qui est égale à la concentration finale par le volume final. CIVI égale CFVF. Okay? Mais là, on n'a pas des concentrations en moles par litre, on a des concentrations en moles par masse de solvant. Ça ne change rien. Comment on a des moles quand on a une concentration en moles par masse de solvant? On multiplie par la masse de solvant. D'accord? On multipliait par le volume quand c'était des moles par litre. Là, on multiplie par la masse de solvant. Donc le nombre de moles qu'on a, la relation, elle s'écrit simplement, cette fois-ci, BI MI. Le MI, c'est pour la masse initiale de solvant, on est d'accord, hein? Okay? Qui sera égal à BF MF. Et c'est justement ce MF que l'on cherche, d'accord? Sachant que la masse finale, c'est la masse initiale plus ce qu'on a ajouté. Et on cherche ce qu'on a ajouté. C'est tout, point. Juste ça, d'accord? Oui, mais vous savez plein de choses, là. Vous avez la quasi-totalité, déjà. Vous savez que BI sur BF, c'est égal à 3. Hein? Ben oui, dilution au tiers. D'accord? On a vu ensemble la semaine passée, dilution au tiers, ça veut dire qu'on divise la concentration par l'inverse de ce qu'on vient de prononcer. Donc, 3. D'accord? Et ça, vous avez juste à lire ce qui est écrit au-dessus. C'est égal à MF sur MI, donc à MI plus ce que j'ai ajouté, d'accord? Faut-il ajouter, c'est ça, c'est ce X que je cherche, sur MI. Voilà, vous cherchez X. Et vous connaissez MI, donc il n'y a pas d'autre inconnu. Comment ça, je connais MI? Bah oui, on est parti d'un litre. Ce litre, il pèse combien? 800 grammes, puisqu'on est à 0,8 kg par litre. D'accord? Enfin, vous mettez 800 grammes, vous mettez 0,8 kg, hein, c'est pareil, on s'en fout. Okay? Donc oui, vous le connaissez, vous savez ce que c'est que MI, vous savez que c'est 0,8 kg. Vous mettez 0,8 là-dedans et vous trouvez la valeur de X. D'accord? Donc là, vous avez vu, hein, moi je prends du temps, j'écris tout, machin comme ça, mais ça, une fois que vous savez ce que vous allez faire, vous le posez, vous trouvez la valeur de X, qu'on peut calculer de tête, très honnêtement, on est bien d'accord, hein? Et puis ça y est, vous avez le résultat. Il y en a pour, voilà, 2 lignes d'écriture et 35, peut-être 40 secondes de calcul, quoi. On regarde? Ouais, bah j'ai bien fait de détailler quand même. Donc on trouve combien? Maintenant que j'ai tout écrit. 1,6. D'accord? Bah oui, on passe de 800 grammes à 2,4. Bah, 3 fois plus. Okay? Le volume, enfin la masse plutôt, elle va être 3 fois plus grande. Bah, entre 800 grammes et puis 2,4 kg, bah, vous avez 1,6 kg. C'est bon pour tout le monde? C'est pour ça que je dis que ça peut vraiment se faire de tête. Qui est sa température d'ébullition, qui ça vient... Ben, c'est normal, hein. Vous vous rappelez, dans l'énoncé, il y avait la constante cryoscopique, la constante ébullioscopique. Donc c'était déjà établi que l'exercice, il porterait à un moment ou à un autre sur les propriétés colligatives. Okay? Et des propriétés colligatives, ensemble, on en a vu 4. 4. Oui. L'élévation ébullioscopique de la température d'ébullition, l'abaissement cryoscopique de la température de congélation, mais ça, on l'avait déduit d'une autre propriété colligative, la loi de Raoult. La loi de Raoult, c'est une propriété colligative. C'est la première, c'est celle qui nous a permis d'établir les deux autres. D'accord? Vous savez, le décalage des courbes, d'accord? Ça découlait de la loi de Raoult. Okay? Donc, la loi de Raoult, les deux sur les températures, et bien entendu la pression osmotique. Hein, parce que, voilà, quand même pas l'oublier celle-là. Donc, ça en fait bien 4. Et c'est toujours le même principe. Hein. J'ai reconnu de quoi il s'agit. Je trouve rapidement dans mon cours où ça se trouve. C'est même sur la fiche de synthèse, d'ailleurs, en fait. Okay? Il n'y a pas tout sur la fiche de synthèse. Hein. Vous êtes libre de rajouter les trucs qui vous semblent pertinents dessus, évidemment. Hein. Okay?
L'objectif, ce n'était pas d'être exhaustif. Mais s'il y a des trucs qui vous semblent pertinents de rajouter dessus, faites-le. Okay, le gros avantage étant que c'est facile de retrouver plein de choses dessus, rapidement, évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas leur cours, cette variation de température, donc d'ébullition ou de congélation, hein, parce que c'est la même formule dans les deux cas, c'est la constante cryoscopique ou ébullioscopique, ça dépend du cas, par l'osmolalité. L'osmolalité ici, hein, parce que vous avez vu que les unités, elles étaient en osmolalité. Quelquefois, elles sont données aussi en osmolarité, mais c'est plus rare. Donc ça veut dire que là, quand vous avez retrouvé la formule, c'est super rapide, il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous prendre les pieds dans quelque chose. Hein, okay, mais non, fondamentalement, il n'y a pas de piège spécifique dans cette formule-là. Par contre, attention, dans les réponses, peut-être bien, parce que vous aurez tous noté qu'il y a à la fois des valeurs et des unités. Et donc, comme je l'ai dit, je pense, la semaine passée, vous êtes testé à la fois sur les valeurs et sur les unités. Okay, donc, il faut être particulièrement attention faire particulièrement attention quand c'est le cas. Okay, là, vous faites simplement le calcul, hein, on est d'accord. Donc, 1,2, je crois, c'est ça, la valeur? Je ne l'ai pas sous les yeux. 1,2 fois 0, 375, 0,45. Ah, 0,45 quoi d'ailleurs? Kelvin ou degrés Celsius? On s'en fout. Mais alors, complètement. C'est une différence de température. La taille des degrés, des marches en Kelvin et en Celsius, c'est la même. OK? Oui, dis-moi. En fonction de quoi? Oui, elle change. Elle est propre à un solvant donné. D'accord? Donc ça, c'est celle de l'alcool. Ce n'est pas la même pour l'eau, ce n'est pas la même pour l'acétone, ce n'est pas la même pour l'acide acétique, etc., etc. Mais comment on fait pour la calculer? Tu ne la calcules pas, on te la donne. On l'a mesurée. D'accord? C'est quelque chose qu'on a mesuré physiquement et on te la donne. On te la donne forcément. Et là, elle était dans l'énoncé. C'est bon? Donc 0,45 en Kelvin ou en degrés Celsius, on s'en fiche, c'est la même chose, c'est juste une différence de température, donc ça marche dans les deux unités, aucun problème. Okay, c'est juste le zéro qui n'est pas au même endroit, mais c'est la même taille de marche. Ça, c'est la variation, d'accord? C'est la différence qu'il y a entre la température d'ébullition de la solution et la température d'ébullition du solvant pur, d'accord? Et c'est une élévation de température d'ébullition. D'accord? Donc ça vient en plus de la température d'ébullition normale. Ce qui veut dire que la température d'ébullition de ma solution, d'accord, ce sera la température d'ébullition normale, donc de l'alcool 80, plus 0,45. Et là, ce 80,45, il est en Celsius, parce que cette fois-ci, là, je me suis servi du point zéro. D'accord? Du point zéro de l'échelle de Celsius. Donc ça, c'est 85,45 Celsius. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et il n'y est pas. On est bien d'accord? Parce que là, méchamment, il est donné en Kelvin. Okay, bon, c'est de la méchanceté pure, ça. Hein, okay, hein, on est bien d'accord. Mais on peut le calculer, bien entendu, en Kelvin. Si on rajoute le décalage, pourquoi je rajoute 0,15? Mais parce que dans l'énoncé, il y a marqué que le décalage, c'est 273,15. Ce n'est pas marqué 273. D'accord? Donc, 0,15, toujours plus les 80, ça ne change pas, plus les 0,45, et ça fait les 353,60 Kelvin qui sont indiqués ici. Okay? Et vous comprenez pourquoi, enfin j'espère, pourquoi c'est 273,15 qui sont donnés. Parce que le décalage, comme il est extrêmement faible, 0,45, si on ne tient déjà pas compte, enfin si on arrondit déjà ces 0,15, d'accord, eh ben, on va tomber sur le décalage à un tiers de la valeur du décalage, déjà, qui est juste par l'approximation. Ce n'est pas possible, d'accord? 33% d'erreur juste parce qu'on n'a pas tenu compte de ce petit décalage au début, ce n'est pas possible, d'accord?
la différence, elle est trop faible pour qu'on se permette de faire déjà cette petite approximation là au début. C'est bon? OK? Alors maintenant, c'est vrai que si on joue sur plusieurs dizaines de degrés, on s'en fout des 0,15. Mais là, on est sur une variation qui est extrêmement faible. On ne peut pas permettre de négliger ce 0,15. C'est bon? Alors on continue. Quelle est la force ionique? Qu'est-ce que c'est ça, la force ionique? C'est dans le cours. Ce n'est pas dans la fiche de synthèse. Je ne l'ai pas mis, je la rajouterai sans doute, mais je ne l'ai pas mis. Vous pourrez éventuellement, si vous le voulez, c'est dans la même partie où il y avait les calculs sur l'osmolarité, l'osmolalité, les différentes formes de concentration, d'accord? Et puis il y a un moment où je vous ai parlé, je vous ai dit, on calcule aussi des concentrations de charge, d'accord? Mais on ne fait pas simplement la somme des concentrations des charges, parce que juste ça ne sert à rien. Additionner des plus et des moins, d'accord? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Quand on utilise des concentrations de charge, on l'utilise dans deux cas. Le premier, c'est pour calculer une conductivité de la solution. Et dans ce cas, on tient compte de la concentration des espèces chargées et de leur conductivité propre. D'accord? C'était la première formule. Et puis la deuxième qui était à côté, c'était justement ce qu'on appelle la force ionique, qui va évaluer la charge globale d'ions, d'accord, pour tenir compte de leur influence globale sur le milieu. Okay? Et il se trouve que cette force ionique est de première importance sur une valeur dont j'ai parlé extensivement mardi, l'activité. Vous vous rappelez, dans l'activité, il y a un coefficient gamma, d'accord? Le coefficient d'activité. Mais ce coefficient d'activité, un des principaux facteurs qui l'influence, c'est la force ionique. Plus la solution est concentrée en ions, plus ce gamma sera petit. D'accord? Quand il n'y en a quasiment pas, il est voisin de 1. Quand il y en a beaucoup, il baisse à toute vitesse. Okay? Donc c'est important. Cette force ionique, elle influence fortement l'activité, ou plutôt la différence qu'il y a entre l'activité et la concentration. C'est en solution 1, donc là on parle de concentration. Okay? C'est un des principaux facteurs qui influence la différence qu'il va y avoir entre la concentration et l'activité d'une espèce qui est en solution. OK? Et donc c'est pareil, hein, vous avez la formule dans le cours, on l'a regardée, vous l'avez retrouvée, et il y a juste à l'appliquer. Et comme certains n'ont pas leur cours, cette force ionique, c'est 1/2 de la somme de la concentration de l'espèce par sa charge au carré. Donc la concentration de l'espèce par sa charge au carré. Donc évidemment, hein, normalement vous avez déjà tous réalisé, mais les espèces pas chargées, on s'en fout. On va multiplier la concentration par 0 au carré. Donc, on s'en fiche. D'accord? On n'en tient pas compte, on les oublie. Donc toutes les espèces non chargées, on s'en fiche. On ne tient compte que des espèces chargées. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça la force ionique. Hein. Donc, uniquement les ions. C'est que la charge qui est au carré, hein. Ce n'est pas le produit des deux, hein. Que la charge qui est au carré. Et il y a juste le calcul à faire. Hein. Voilà. Enfin, il y a juste le calcul à faire parce que dans la première question, on a déjà calculé les concentrations des espèces chargées. Si on a fait le tableau des concentrations, d'accord? On les a déjà calculées. À l'équilibre, on les connaît. Ces concentrations en A, 2+, et en B, 3-. C'est ça les espèces chargées, hein, c'est les deux. Okay? Et on les a calculées dans la première question. Donc, enfin, si on a fait le tableau. Okay? Si on a fait le tableau, on les a, il y a juste à refaire une ligne de calcul sur la calculatrice, quoi. Donc on avait trouvé 0,15 mol par litre. C'est des mols par litre, hein, on est d'accord? Là, c'est une concentration, hein, okay? Concentration molaire. Donc 0,15 mol par litre pour A2+, et 0,10 pour B3-. C'est ça? Ouais. Donc 0,15 et 0,10. Et vous savez quoi? Ce genre de questions-là, il y a à peu près 1/3 d'erreurs de calcul. C'est beaucoup, hein?
Elle est toute con, la formule. Comment il pourrait y avoir un tiers d'erreur de calcul? Bon, déjà, de toute façon, même si je le faisais quasiment avec vous, d'accord, il y aurait quand même déjà au moins 5% d'erreur de calcul. Donc, bon, il en reste encore un quart. Hein. C'est encore beaucoup, on est bien d'accord. Hein. Mais on aurait déjà quasiment ça. Essentiellement pour deux raisons. D'accord? Bon, il va y avoir les fautes de frappe, les machins, trucs comme ça, mais ça, c'est pareil, ça rentre dans les 5%. Okay, mais il va y avoir deux choses. Une, que normalement, si j'ai bien regardé les types de calculatrices que vous avez posés devant vous, ne devrait pas trop se produire, mais se produisait énormément il y a quelques années. D'accord? Vous avez quasiment tous des calculatrices avec un écran graphique, où vous tapez la totalité de la formule, puis ensuite vous faites égal, puis vous avez encore la formule sous les yeux. Okay? Parce que la principale erreur qui était commise, c'était d'oublier le demi. Ben oui, quand on calcule les concentrations, les sommes au carré, puis qu'on fait les sommes et les trucs comme ça, on est bien content de ne pas s'être foutu dedans. Okay, pouf, on appuie sur égal, on a le résultat. Et comme il faut tout diviser à la fin par un demi, quand on fait les calculs bout par bout, et ben généralement, avec le stress de l'examen, on oublie de diviser par deux. Et quand on a un enseignant méchant, eh ben, il y a la valeur double qui figure parmi les valeurs proposées. D'accord ? Parce que c'est une erreur extrêmement courante. Mais qui est plus une erreur, je dirais, d'inattention qu'autre chose. Mais vraiment courante. Hein. Sur les quelques 30% d'erreurs que j'ai là, c'est facile 10 à 15%. Okay ? Mais vous, normalement, avec les calculatrices que vous avez, vous le voyez, puis vous allez rentrer la formule complète, d'accord ? Tous les calculs en une seule fois pour avoir le résultat directement. Donc normalement, le demi, si vous le rentrez comme ça, vous ne devriez pas l'oublier. Donc ce n'est pas plus mal que vous ayez ce type de calculatrice. Okay ? Et donc la deuxième erreur, la deuxième source d'erreur, la plus abondante en fait, mais donc a priori il n'y en a pas tant que ça qui sont tombés dedans, c'est que quand on va poser ça, la concentration donc en A2+, c'est 0,15, la charge en A2+, c'est 2 au carré, okay ? C'est de dire, oui mais du A2+, il y en a 3, donc des charges, ça en fait 6, et de mettre un 6 à cet endroit-là. Okay ? C'est ça l'erreur. Ce n'est pas le nombre de charges qui apparaissent dans l'équation, c'est la charge de l'espèce qui compte ici. D'accord ? C'est du A2+, 2 charges. Et donc ça fera pour l'autre 0,1 fois la charge, c'est moins 3 au carré. D'accord ? Bon, le moins, si vous ne le mettez pas, ce n'est pas bien grave. De toute façon, comme il est au carré, il disparaîtra. OK ? Donc ça fait 3 charges. Et puis là, ça marche. OK ? C'est bon ? Oui, mais les coefficients stoichiométriques, enfin, je veux dire que ça fait quand même des charges en plus. Mais on les a utilisés, les coefficients stoichiométriques. Comment on a calculé 0,15 ? 0,15, c'était 3 fois l'avancement. 3 parce que le coefficient stoichiométrique, c'était 3. Le 0,10, c'était 2 fois l'avancement. 2 parce que le coefficient stoichiométrique, c'était 2. D'accord ? Donc les coefficients stoichiométriques, ils y sont, mais ils sont dans les concentrations, ils ne sont pas dans la charge, c'est la charge de l'espèce. Okay ? On a bien compté les coefficients stoichiométriques dans les concentrations. C'est bon ? Ouais ? Et donc quand on fait le calcul, hein, on trouve 0,75. Et c'est bien en mol par litre, hein, parce que le seul truc là-dedans qui a une unité, c'est la concentration qui est en mol par litre. Donc le total, il est en mol par litre. C'est bon ? Et donc ça, on pourrait le réutiliser ensuite pour calculer justement le coefficient d'activité. Et une fois qu'on a le coefficient d'activité, ben, calculer l'activité, etc., etc., etc. D'accord ? Mais c'est quand on est dans des solutions qui ne sont pas diluées. Ce qui ne sera probablement pas le cas pour vous.